Amis de l'électronique vintage et de la mesure, bonjour. Bon, alors, c'est le premier lundi de mes vacances. Et allez, pour me mettre en forme, je vais vous faire une petite vidéo. Bien qu'il fasse ici une chaleur... là, il fait 30 degrés 5 dans le lab. C'est vraiment difficile. Enfin, il n'y a pas longtemps, Jean-Claude, un internaute, a eu l'extrême gentillesse de me donner deux lots de vieux composants dont il ne se servait plus. Un lot de TCA 720 et un lot de TDA 1053. Et ça m'a inspiré, tiens, pour faire une petite vidéo, montrer un petit peu comment marchent ces composants, et en même temps, on va voir que ça m'a permis de découvrir, à ma grande surprise, un défaut de ma charge électronique. Alors, je ne sais pas si les autres charges ont aussi ce défaut, c'est un défaut assez... enfin, généralement pas si gênant que ça, parce qu'il ne m'a pas gêné jusqu'à présent, mais qu'il est quand même bon de connaître, et nous allons voir ça ensemble. Le TCA 720, c'est un circuit intégré, relativement ancien, qui est un circuit qui permet d'élever assez facilement une tension. On va voir qu'en lui rajoutant quelques composants passifs, il est capable d'élever une tension de l'ordre, on va dire, 9, 12 volts à peu près, hein, jusqu'à 33 volts. Tension qui permet de commander après des diodes varicap avec une assez bonne dynamique. Diodes varicap que l'on peut assimiler à des condensateurs variables, hein, de faible valeur, mais pilotés en tension. Bon, c'est pas le but de la vidéo de parler des diodes varicap, hein, je ferai peut-être un jour une vidéo là-dessus. Mais voilà, on va regarder un petit peu comment fonctionne ce circuit. Ici, j'ai retrouvé son datasheet. Alors, c'est un convertisseur élévateur de tension à découpage, hein, qui marche selon un principe qui est très connu. Hein. Je vous ai déjà montré des vidéos là-dessus. Hein. Je rappelle rapidement, hein, l'idée consiste à faire passer ici un courant ici dans cette bobine-là, en commutant à l'aide d'un transistor interne, la broche 4 ici et la 2. Hein, donc il y a un courant qui passe à l'intérieur. Je rappelle qu'une bobine, ça s'oppose au passage du courant, donc il va y avoir un certain retard et le courant va évoluer à l'intérieur de la bobine. Et au bout d'un moment, on coupe ici cette liaison. Et ce courant, bah, pareil, lui avec du retard, mais qui est à l'intérieur, il faut bien qu'il s'en aille quelque part. Et en gros, il s'auto-décharge dans la résistance ici, hein, et par la loi d'Ohm, hein, U égale RI. Et ben, comme I est très grand, et ça fait ici une tension. Alors c'est cette fameuse surtension qu'on enlève d'habitude aux bornes des relais, par exemple avec ces fameuses diodes dites de roue libre. Mais ici, la diode, au lieu de reboucler sur la charge elle-même, pour charger ici ce condensateur, donc avec une tension qui est plus élevée. Derrière ici, il y a un filtre assez sommaire, hein, fait ici par ce système RC. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce circuit, il est régulé, c'est-à-dire qu'on voit ici une contre-réaction. Hein, et comme on le verra tout à l'heure, si la tension ici devient trop haute, ça va couper l'oscillateur quelque part, hein, de façon à baisser la tension, de façon après à ce qu'elle soit stable. Donc voilà, c'est un circuit très simple, hein, qui est dans ce boîtier ici, hein, qui n'est plus un boîtier qu'on voit tellement, hein, c'est un boîtier qui était surtout plutôt courant en HF, hein, ici. Bon, il n'y a pas grand chose à dire ici, hein, sur le datasheet. Hein. De toute façon, ce truc-là, il est fait pour être branché à peu près comme ça. Il n'y a pas 50 façons de le faire. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est censé donner un courant assez faible. Hein. Ici, il est donné pour 1 mA. Hein. Le but, encore une fois, c'est d'avoir une tension assez élevée. Hein. On voit que la tension de sortie, elle est faite pour être entre 30 et 35 volts. Une tension assez élevée, hein, ce qui permet d'avoir une grande dynamique, hein, de réglage pour les diodes ici varicap. Mais c'est vrai que pour une diode varicap, ça consomme très très peu de courant. Il n'y a pas besoin d'avoir des courants importants. Et ce qu'on voit surtout, hein, c'est que là, ils insistent bien sur la stabilité. La stabilité, non seulement en fonction des variations ici de la tension d'entrée, et surtout ici de la température. Hein, sachant que, en effet, si une diode varicap est commandée en tension, et il est très important qu'elle soit stable, parce que si elle n'est pas stable, la capacité change, et par exemple, l'accord change. Et que par exemple, si on est réglé sur une station de radio, et ben si la capacité change, on risque de plus être calé sur la station, ce qui serait pas terrible. Bien, donc j'ai monté ce circuit là sur un petit bout de syrup board, hein, avec plan de masse, hein, bon, ça je vous ai déjà montré. Donc j'ai rien du tout inventé, hein, par rapport je veux dire, au schéma d'application. Hein, j'ai pris exactement les valeurs préconisées. Bon, la self, j'avais pas une 5 millihenri, j'ai pris une 4.7, enfin on va dire c'est quasi pareil. J'ai juste rajouté à l'entrée un TVS pour protéger les éventuelles erreurs de branchement, ici, et un petit filtre ferrite. Mais à mon avis, ça joue pas du tout sur le fonctionnement. Alors, allons-y pour brancher ça. Donc je l'ai alimenté ici en 9 volts. Et en sortie, pour l'instant, eh ben, tiens, on va mettre là un multimètre.
qui va afficher la tension de sortie. Alors on va mettre ça pour qu'on voit bien. Les 9 volts à l'entrée, c'est parti. Et apparemment ça fonctionne très bien. Donc on a ici une tension de sortie là de 33 volts 24. Et là si je varie ici la tension d'entrée, voilà, hein, je ne sais pas si on voit d'ailleurs, on va essayer de filmer, on n'arrive pas. Enfin voilà, donc là par exemple, je suis à 5 volts en entrée, on voit que je suis toujours à 33. Et ici, voilà, je monte jusqu'à 15 volts. Et on voit qu'en effet, la tension est très stable et ne varie pas. Alors bien sûr, je regarde ça pour l'instant sans charge, hein, vu que le voltmètre, hein, c'est une charge négligeable dessus. Donc ce qu'on va faire maintenant, hein, c'est qu'on va utiliser ici ma charge électronique, mettre un oscilloscope dessus pour regarder un petit peu si la tension est propre et exempte de parasites et d'ondulations. Alors regardons un petit peu comment je branche ça. Hein. C'est souvent qu'on me demande, hein, quand je fais des vidéos, qu'on montre un petit peu les branchements. Donc ça, c'est ce que je vais brancher ici sur l'alimentation. Ici, hein, voilà, je montre. Donc ici, mon alimentation qui est réglée ici à 9 volts. Ça arrive bien ici sur l'entrée du module, hein, que j'ai pris avec ces petits grips. Et ici, la charge, hein, je la branche sur ma charge ici électronique, où je vais mettre ici, grâce à cet adaptateur, hein, la sonde d'oscilloscope pour pouvoir voir la tension, et que je vais régler ici donc pour avoir une charge de 1 mA. Et voici ici donc maintenant l'oscilloscope. Alors quel réglage ici on va faire? Donc ce que je veux regarder moi c'est la partie alternative de la tension. Hein, donc ici je vais me mettre sur un couplage alternatif. Voilà, je vérifie que ma sonde ici est bien en x10. Donc là, ok, pour ça, c'est bon. Alors, la première chose ici qu'on peut faire quand on fait ce branchement, c'est avant de brancher l'appareil, de regarder déjà, se mettre à la sensibilité importante. Et là, déjà, on voit que, avec une sensibilité très grande, on voit un certain nombre de parasites, alors que le système n'est pas branché. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces parasites ici, bah, ils viennent de la charge, ils viennent des fils qui font un petit peu antenne et tout, mais déjà, ça veut dire qu'il faudra faire attention que ces parasites ici, hein, qu'on voit là, répétitive, hein, qui est probablement dû, je pense, on va regarder, ça se trouve, c'est la lime. Voilà, on voit que c'était principalement dû à la lime à découpage là, de l'éclairage. Donc ça, bon, bah, déjà, il faut ici y faire attention. Donc ça n'empêche pas que maintenant, on va brancher ici l'appareil. Donc là, je me remets sur une sensibilité plus haute et je branche le convertisseur. Là, on voit que le condensateur de sortie, là, s'est chargé, et là, j'ai quelque chose, bon, pour l'instant, très propre. Alors maintenant, on va augmenter ici la sensibilité, sachant que la charge ici n'est pas mise. Et ici, bah, je retrouve aussi un petit peu des parasites. Enfin, voilà, à un niveau qui est quand même ici plutôt bas. Ça, alors, il y a sans doute un petit peu de choses qui viennent de l'oscillation du système, et aussi, comme on l'a vu, hein, un petit peu des parasites environnement. Enfin voilà, le niveau ici est très bas. Alors on va mettre en route la charge. Oula. Là, bizarrement, c'est vraiment pas très bon. Alors là, on voit qu'on est hyper saturé. Et surtout que, manifestement, on balaye beaucoup trop vite. Et là, on voit ce signal ici qui est énorme. Hein, il a une amplitude de 1 volt là, moins 2 volts là, c'est-à-dire pratiquement 3 volts crête à crête. Alors c'est vraiment mauvais. Alors d'où ça vient ça? Alors, déjà quelque chose qui est très étonnant quelque part. Hein, quand je coupe la charge ici, ça disparaît bien, donc c'est bien lié ici à la charge. Mais quelque chose qui est très bizarre, c'est que ça a l'air d'être quelque chose de relativement basse fréquence. Alors d'ailleurs pour ça, hein, on peut avoir ici, je rappelle, sur cet oscilloscope là, un fréquence mètre. Voilà. Et oula, qu'est-ce qu'on voit? 50 Hz. 50 Hz. Si on regarde la doc technique, hein, je rappelle, de ce truc-là, on voit que la fréquence de l'oscillateur, normalement, elle est de l'ordre de 100 kHz. Qu'est-ce que vient foutre ce 50 Hz ici? C'est très très bizarre, ce truc-là, il est complètement indépendant du secteur. Alors déjà, première chose à voir, ce 50 Hz-là, il vient du secteur ou pas? Pour l'instant, je rappelle que je synchronise ici par rapport, hein, on voit ici,
à ce signal-là. Alors, petite astuce, quand on a un signal à 50 Hz et qu'on se pose des questions de savoir est-ce que c'est dû au secteur ou pas, eh ben, le mieux c'est de se synchroniser sur le secteur et de regarder si le signal est stable ou pas. Alors c'est ce qu'on va faire, hein. Au niveau trigger ici, je vais choisir comme source, c'est un peu bizarre sur ce scope, ça c'est pas le but ici de la vidéo, et en effet on voit que quand je me synchronise donc sur le secteur, ce signal est très stable. Quand on se synchronise sur le secteur et que le signal est stable, la seule explication, c'est que ce signal, il vient du secteur. C'est bien lui, quelque part, qui le génère. Si ce n'était pas le cas, eh ben, il y a quand même peu de chances qu'il soit en phase comme ça et il bougerait. Donc là, là c'est assez bizarre, en fait. Comment ce convertisseur ici fait ça? Si j'augmente le courant, on voit que ça change un petit peu. Et si je le diminue, tiens, quelque chose de bizarre aussi. Là, il est carrément à 0. Et il y a quand même ça. Si je coupe ici la charge, là, il disparaît complètement. C'est très très bizarre. Très très bizarre. Donc, quand on a quelque chose de bizarre comme ça dans des mesures, il faut essayer de voir un petit peu, on va dire, l'origine du truc. Donc là, première chose à voir, si c'est un comportement vraiment très bizarre ici de ce petit convertisseur, eh ben, on va changer de charge, on va mettre une simple résistance et on va regarder ce qui se passe. Alors avant de voir ça, hein, qu'on en finisse avec ce petit module, rapidement, qu'est-ce qu'on peut déduire un petit peu de son résultat? Si on met la sonde d'oscilloscope ici sur le point 4, c'est-à-dire je veux dire à la sortie, là, quand le système est assez chargé, c'est-à-dire qu'à la limite, il débite un petit peu plus que son courant nominal, on voit qu'on a une fréquence de l'ordre de 31 kHz, hein, qui est un petit peu plus basse que celle annoncée. D'un autre côté, c'est vraiment très lié à la self, donc ça, je veux dire, c'est pas vraiment gênant. Et donc aussi, on a ici ce signal ici qui commute bien. Et on voit bien que la tension ici, elle est haute. C'est-à-dire que là, au moment où le système coupe, on voit bien cette pic de tension ici qui vient charger le condensateur ici de sortie. Et par contre, quelque chose qui est intéressant, c'est que si maintenant on ramène ici une charge par exemple de 1 mA, c'est-à-dire je remets ici une résistance de 33K en sortie, là qu'est-ce qu'on voit? On voit quelque chose qui est intéressant, c'est que le système il varie tout le temps. Et pourquoi il varie tout le temps? Parce que justement, il est asservi. Hein, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on voit bien que de façon à avoir ici une tension très stable, il y a une contre-réaction qui prend ici la tension de sortie, et en fait, il vient quelque part moduler ici l'impulsion de telle façon à ce que la tension reste constante. Et c'est ça qu'on voit en fait. C'est pour ça qu'on voit que c'est pas très très stable, parce que il n'arrête pas en permanence ici donc de réguler, et ce qui est normal. En fait, quand tout à l'heure je l'ai surchargé et qu'il régulait plus, c'est pas bon, dans la mesure où l'impulsion est toujours pareil, ça veut dire que il était sorti de sa plage de régulation et que il était à fond quelque part. Mais c'est pas bon du tout, la tension ici sera pas stable. D'ailleurs, si ici on se met en mode single, voilà, là pour le coup on peut voir à chaque fois un petit peu ici les différentes modulations, sinon le signal est relativement propre. Alors allons-y, donc là j'ai branché ici rapidement là, cette petite charge variable de résistance que je vous avais déjà montré sur le convertisseur qu'on voit ici. J'ai mis la sonde directement en sortie. Et maintenant, nous allons pouvoir donc regarder ici ce que ça donne. Et est-ce qu'on retrouve cette oscillation ici de 50 Hz. Alors, je branche. Donc là, j'ai bien sorti ma tension de 33 volts. Donc là, le condensateur se recharge. Alors là, ça peut être long, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un petit peu d'oscillation, on va dire, HF, mais ce qui est assez normal, mais on n'a plus du tout cette oscillation ici de 50 Hz. Donc maintenant, si on augmente ici la fréquence, on voit ici ce signal qui est sans doute un résidu un petit peu de l'oscillateur bloqué. Alors maintenant, en même temps, on voit que la synchro est pas bonne, parce que il faut que je me remette, bien sûr, sur la source ici, qui est sur la source d'entrée. Ce qu'on voit quand même, c'est que le niveau est extrêmement faible. On attend ici à peu près 20 millivolts crête-crête, ce qui est non seulement bon, mais en même temps quasiment au niveau qu'on l'a vu, du niveau ici de parasite dans le lab, sachant que les connexions ici, c'est des fils qui se baladent, qui font un petit peu antenne.
Donc voilà, ça on peut voir que c'est ça. D'ailleurs on voit que si on coupe la charge ici, voilà, la stabilisation de la tension est très bonne. Ça montre quoi? Ça montre que ce petit circuit convertisseur il fonctionne très bien, enfin tout à fait par rapport à ses specs, et que ce signal de 50 Hz qu'on a, eh ben, c'est un problème qui est complètement dû à ma charge électronique. Alors je le découvre, et je soupçonne fortement que c'est un problème qui apparaît quand l'impédance de sortie de la source de tension de courant qui est branchée dessus a une résistance interne assez élevée. On va faire maintenant une petite manip complètement indépendante du convertisseur en essayant de faire varier la résistance interne de la source et de regarder si en effet ça génère ce signal parasite assez gênant. Pour mettre en évidence ce phénomène, donc là on voit ma charge est branchée avec un courant là, de 1 mA et j'ai mis en série avec l'alimentation, donc ce petit module là de résistance variable qui va permettre de voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, la résistance elle est à 0, donc j'ai juste une longueur de fil relativement longue, et on voit qu'on retrouve bien ici deux choses. Ici, cette ondulation à 50 Hz, mais qui est quand même très très faible, d'ailleurs, là je vois, je suis au max de la sensibilité. Bon, là, il y a quelques petits parasites, mais enfin là, ça vient d'autres choses. D'ailleurs, on voit qu'ils ne sont pas synchrones avec le secteur, vu qu'il se déplace. Et donc là, je vais augmenter donc la résistance, c'est-à-dire comme si j'augmentais la résistance interne de la source. Et là déjà, je vais la mettre à 1 ohm. Voilà. Bon, alors à chaque fois, bien sûr, on voit le condensateur se charge. Et déjà, on voit une énorme différence. C'est-à-dire avec simplement 1 ohm de résistance interne, on voit que le signal augmente dans des proportions qui sont assez importantes. Si on continue, par exemple 5 ohms, là, voilà, ça devient vraiment hyper important. Et c'est vraiment quelque chose, je veux dire, c'est quand même pas négligeable. Ici, 10 ohms, et là, voilà, je suis quasiment obligé de réduire la sensibilité. Là, on va changer de décade, par exemple, on va mettre 50 ohms ici de résistance de source. Voilà, là, on voit que ça augmente de façon très très importante, et là, je suis déjà à 400 millivolts crête de ce signal, on va dire, secteur parasite. Bon, après, bah, ça augmente d'autant plus, si par exemple là, voilà, je me mets ici à 500 ohms par exemple. Là, voilà, on atteint quasiment plus de 2 volts crête ici d'ondulation. Donc, et ça, ce qui est marrant, c'est que même si on met le courant de la charge à 0, c'est-à-dire que normalement, il devrait prendre aucun courant, et ben ça le fait quand même. Par contre, si je coupe ici la charge, voilà, là, ça disparaît totalement. Donc voilà, c'est manifestement un défaut ici de cette charge qui fait que dès que l'impédance de source est grande, et surtout à des courants faibles, et ben il y a ce phénomène parasite ici qui apparaît. Bon ben voilà, j'ai découvert ça. Alors c'est pas forcément gênant vu qu'on utilise une charge électronique, normalement c'est avec des alimentations, avec des batteries, enfin des choses qui ont des impédances de sortie relativement faibles. Mais c'est quand même manifestement un défaut de cet appareil. Mais voilà, au moins maintenant je le saurai. Voilà pour cette vidéo. Alors, pourquoi il y a ce défaut? Alors, je sais pas trop, parce qu'en fait, moi, j'ai pas tellement d'informations sur la façon dont fonctionne cette charge en interne. Ce qui est sûr, c'est que, enfin, de façon générique, on va dire, les charges électroniques, elles fonctionnent avec des transistors. Généralement, c'est des MOSFET qui sont entre l'entrée et la masse et qui sont pilotés avec un système qui s'arrange, un système asservi, pour que le courant qui passe à l'intérieur des MOSFET, soit égal à la consigne. Ici, quand elle marche en courant constant, en gros, ça mesure le courant et selon que ce courant soit supérieur ou inférieur à la valeur qu'on a demandé, on va dire que ça commande plus ou moins les transistors. Alors, ce qui se passe, c'est que quand ici, il y a une résistance interne très, très importante, on produit probablement un déphasage assez important au niveau de la commande. Parce que, je veux dire, dès que le transistor va commencer à être conducteur, c'est-à-dire va mettre du courant, vu que la résistance interne est forte, la tension va avoir tendance à baisser très rapidement, et ce qui fait que derrière il recompense, et ça va sans doute pas comme il faut. Alors ce que j'ai un petit peu de mal à comprendre par contre, c'est pourquoi c'est lié au secteur. Je me serais plutôt attendu sur un truc comme ça, sur une sorte d'oscillation. Là je sais pas trop pourquoi c'est lié comme ça.
Mais encore une fois, n'ayant pas d'informations sur le fonctionnement de cette charge, c'est pas tellement facile de le dire. Enfin, on voit que c'est un défaut d'un appareil qui a introduit une erreur de mesure, comme tout à l'heure je vous ai montré que les parasites ambiants, hein, malheureusement on est entouré de champs électriques et magnétiques qui génèrent des tas d'interférences, peuvent fausser ici les mesures. Et c'est pas toujours facile, hein, surtout quand on veut mesurer des choses très faibles, de séparer le bon grain de l'ivraie, hein, comme on dit, c'est quelque chose qui peut être assez compliqué. Mais voilà, encore une fois, hein, si vous avez des mesures comme ça qui vous paraissent quand même des fois un petit peu étranges, eh bien n'hésitez pas à faire d'autres montages justement de façon à valider ou pas le phénomène que vous mesurez. Pour info, dans les très nombreuses vidéos, hein, des gars qui montrent qu'ils ont soi-disant trouvé des convertisseurs d'énergie sur unité, hein, c'est-à-dire qu'ils fournissent plus d'énergie en sortie qu'ils en ont en entrée. Il y a un peu de tout là-dessus, moi je ne vais pas rentrer dans ce genre de choses. Ce qui est sûr, c'est que j'en ai vu des fois où je pense que les gars étaient tout à fait, je veux dire, honnêtes, hein, c'est-à-dire qu'ils pensaient avoir réussi à faire ça, alors que simplement ils faisaient des erreurs de mesure. En effet, hein, ça m'est arrivé, hein, si on utilise par exemple simplement un multimètre, de mesurer des tensions sur des charges qui avaient l'air d'être beaucoup plus élevées que ce qu'elles étaient en réalité, avec des oscillations et des impulsions, et que si quelqu'un se fie simplement à cette mesure-là sans regarder plus en avant, il peut avoir l'impression qu'en effet, il génère beaucoup plus de puissance qu'en réalité. Ah, Maurice, qu'est-ce que tu veux? Ah oui, tu veux savoir? Et l'autre circuit dont j'ai parlé au début, le TDA 1053. Ah oui, bah là, tu as vu, la vidéo est déjà super longue. Alors, ce circuit-là, c'est des diodes PIN. Ah oui, non, mais t'excites pas, PIN, non, 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 non. Les diodes PIN, ça n'a rien à voir avec ce que tu peux croire. Maurice, dis donc, calme-toi. Avec la chaleur qu'il fait, décidément. Bon, alors oui, en effet, c'est un circuit qui contient des diodes PIN. Diodes PIN, hein, qui sont un petit peu différentes des varicables, qui sont des diodes hein, qui permettent facilement, en gros, toujours en les commandant par des tensions, de faire varier leur impédance. Et ce qui permet de faire soit des commutateurs, soit des atténuateurs, généralement pareil dans le domaine des hautes fréquences. Enfin voilà, j'en parlerai peut-être un jour aussi dans une autre vidéo. D'ici là, j'espère que vous souffrez pas trop de cette canicule. Alors nous, la Vendée, on n'est même pas en canicule. Et pourtant, Dieu sait, là, ça y est, c'est monté à 31,5 la température. Je vais bientôt devenir liquide. Bon, allez, je me dépêche de monter cette vidéo. Et je vais aller faire une tête dans l'eau. Allez, ciao.